Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette table ronde. Déjà, merci d'être tous rassemblés. Je vois qu'on fait quasiment salle pleine alors qu'on est en pleine pause déjeuner. Donc, merci à tous de prendre part avec nous aujourd'hui. Avant de présenter nos chers intervenants aujourd'hui, moi rapidement, donc Gaëtane Lemarchand. Je travaille chez Circulaire. Et il y a 5 ans maintenant, j'avais cofondé un projet qui s'appelle EcoCircular. C'est une association qui existe encore et qui vise à aller à la rencontre de porteurs de projets de l'économie circulaire en France et à l'étranger. Et l'objectif, c'est vraiment de les mettre en avant, de les connecter avec d'autres grands groupes qui vont pouvoir ensuite créer des projets plus circulaires ensemble. Et depuis ce projet-là, je travaille chez Circulaire. Et on est une entreprise de 25 personnes. On accompagne d'autres entreprises, mais aussi des collectivités dans leur transition vers l'économie circulaire. Donc c'est vraiment définir ce qu'elles peuvent faire pour aller vers cette nouvelle économie et comment elles peuvent la mettre en place. Et aujourd'hui, donc, je suis ravie d'animer cette table ronde. On a nos 3 intervenants. Donc parmi nous, on va avoir la chance d'avoir Laetitia Vasseur. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, tu es fondatrice et déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, qu'on nomme HOP dans le milieu. Tu as également été collaboratrice parlementaire et membre du comité ACT sous Nicolas Hulot. Et maintenant, tu es très largement sollicitée sur différents groupes de travail avec le gouvernement, dont celui sur l'indice de durabilité. Donc tu pourras sûrement nous parler un peu plus aujourd'hui. On a aussi également la chance d'avoir Armelle Cochevelou avec nous. Bonjour à tous. Armelle, donc ça fait déjà plusieurs années toi, que tu t'intéresses aux sujets environnementaux. Tu as commencé chez France Énergie Marine il y a peut-être quelques années maintenant. Puis tu as travaillé dans le bâtiment. Donc notamment, Armelle, tu as touché à tous les sujets de comment on peut réemployer les matériaux, comment on peut essayer de réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments. C'est un sujet qui est très en vogue actuellement. Et tu as dirigé une école d'architecture à Paris, où dès 2007, tu as essayé d'enseigner sur l'urbanisme durable. Et maintenant, tu es directrice de l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique, donc qui forme depuis 1985 des jeunes qui justement sont peut-être parmi vous aujourd'hui et qui veulent se tourner vers ces nouveaux métiers de la transition écologique. Donc tu pourras nous en parler un peu plus aussi aujourd'hui. Avec plaisir. Et enfin Marc-Olivier Houel. Donc, bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Marc-Olivier, tu as un poste clé chez Veolia parce que tu es responsable de tous les services environnementaux sur des sites à la fois industriels et tertiaires. Et donc c'est 80 entreprises, 10 000 collaborateurs et 33 métiers. Donc, écoute, bienvenue aujourd'hui et merci à tous les 3 de faire partie de cette table ronde. On va parler de la place de l'économie circulaire dans le plan de relance français. On peut le voir déjà par la diversité de ce panel. L'économie circulaire est partout. On en entend énormément parler maintenant dans les médias. Donc, peut-être une première question pour toi, Laetitia. Qu'est-ce qu'on entend par économie circulaire et où est-ce qu'on en est actuellement en France et en Europe? Merci. Donc l'économie circulaire, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai du mal à m'entendre. Est-ce que vous entendez bien? Ok. Non. Alors, je ne sais pas si on peut augmenter. Non. Alors je vais parler beaucoup plus fort. Est-ce que c'est mieux? Ok. Là, je crois que c'est bon. Désolée, je vais essayer de ne pas crier non plus, mais pour que vous m'entendiez. Donc l'économie circulaire, c'est l'idée que on est dans une économie qui soit régénérative et non pas une économie linéaire. Donc l'économie linéaire, c'est une économie où on prend des ressources, on fabrique, on transforme, on vend, on utilise et on jette, pour le dire un peu basiquement. Alors que l'économie régénérative circulaire, c'est l'idée de créer des cercles et des boucles où finalement l'objectif ultime, c'est de ne pas d'utiliser le moins de ressources possible, tout en limitant le plus possible à la fin les déchets. Donc c'est vraiment d'utiliser des ressources existantes, mais après, une fois qu'on a créé un objet, par exemple, de le refabriquer, de le redesigner, de le remanufacturer,
de le réutiliser, de le réparer pour qu'il ait plusieurs vies au sein d'un même utilisateur ou de plusieurs utilisateurs pour à la fin réutiliser ce produit jusqu'à la fin de la fin de la fin, jusqu'à ce qu'on puisse plus rien en faire, ni du produit ni de tous ses composants, et in fine le recyclage. Mais du coup, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire avant le recyclage, qui est l'étape ultime de l'économie circulaire, et avant plein de loops comme ça, de cercles, pour éviter le déchet et la surconsommation de matière, à la fois dans tous les produits manufacturés, mais aussi dans le milieu agricole. Et comme on dit en économie circulaire, le déchet est une erreur de design. Il faut essayer de l'éliminer au maximum. Et peut-être, Laetitia, où est-ce qu'on en est en France ? Est-ce qu'on est avancé ? Est-ce qu'on n'est pas avancé ? Est-ce qu'il y a des lois ? Comment ça se passe ? Alors, l'économie circulaire a fait l'objet d'une loi en particulier en France qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, et plusieurs autres lois aussi qui sont venues abonder un peu ce sujet, comme la loi climat et résilience en France ou la loi réduction de l'empreinte écologique du numérique, parce qu'on ne peut pas faire l'économie du parler du numérique quand on parle d'économie circulaire, tant le numérique est présent partout sur les objets, voire même dans le milieu agricole de plus en plus. Donc en France, c'est vrai qu'on avance bien, on avance assez vite sur les sujets, par exemple, d'objets vraiment de consommation et de production. On a abouti à plusieurs progrès comme l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité. La France s'est vraiment montrée pionnière en la matière. Et donc ça, c'est vraiment très positif. Et du coup, elle essaye aussi de pousser ces sujets en Europe. Et du coup, ça marche quand même assez bien, dans le sens où, en Europe, par exemple, la Commission européenne s'est engagée, dans le cadre d'une Green Deal, à un droit à la réparation, à un indice de réparabilité européen. Voilà, plein de choses qui vont essayer de mettre l'ambition assez haute au niveau européen. Et donc des lois qui vont après s'appliquer sur tout le marché unique. Et donc qui vont faire vraiment un effet boule de neige important, même si, je le dis, on est encore loin de répondre aux objectifs environnementaux. Il faut aller beaucoup plus loin, notamment sur la question du numérique et sur d'autres sujets. Mais voilà, la France est quand même pionnière et il se passe des choses en Europe, donc c'est positif. Génial. Merci Laetitia. Et peut-être, merci Laetitia. Et peut-être Armelle, je sais que toi tu travailles sur ces sujets depuis longtemps. Qu'est-ce que là, donc on voit, Laetitia nous a dit que la France était en avance, que aussi les choses bougent, finalement l'Europe aussi bouge. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir comme évolution ces dernières années ? Alors, ce que j'ai pu constater, c'est une prise de conscience, évidemment, de plus en plus forte. Je me souviens de l'époque, je parle un peu comme une vieille, excusez-moi, mais l'époque où on parlait des climato-sceptiques dans les années 80 avec Ronald Reagan, etc. Je pense qu'on avance dans une prise de conscience de plus en plus forte. On peut la constater par tout simplement une augmentation, si on regarde sur Twitter, le nombre de mots en recherche sur le mot de biodiversité, environnement, qui a augmenté par exemple de 16%, il y a une étude, 65% depuis 2016, ou sur Google. Voilà. Donc il y a des recherches qui se font, il y a une prise de conscience qui est inévitable avec les enjeux environnementaux, les catastrophes environnementales, donc ça c'est une évidence. Et puis on constate aussi que les plus jeunes prennent le sujet à bras le corps avec le manifeste, par exemple, de 2018 qui a été signé par 30 000 étudiants. Il y a l'étude du BCG là, qui est parue en 2021, en janvier 2021, qui montrait quand même que 76% des étudiants plaçaient en premier l'activité environnementale et que 6 étudiants sur 10 étaient prêts à ne pas accepter un emploi dans une structure qui avait du sens, avec un engagement en tout cas environnemental. Donc on voit cette prise de conscience qui est de plus en plus forte. Je dirais le pendant, ça peut être une certaine forme d'éco-anxiété quand même qu'on ressent. Hier, j'étais dans les épreuves d'admission de mes étudiants. Voilà, ce sentiment, genre une détresse prospective qui est à prendre en compte par l'écoute. Une jeunesse qui parfois se demande, qui sont impuissantes, un peu abandonnées même par les politiques. Donc on se doit de les accompagner dans cette démarche-là. Après, c'est quand même porteur de générosité, d'humanisme, de sens de l'autre. Donc ça, on peut regarder cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'il
faut apporter des réponses à ces jeunes qui, en plus, après le Covid, m'ont dit on était déçus, on est revenu au monde d'avant, on attendait pendant ce Covid qu'il y ait un changement et c'est retour à la normale. Donc là, c'est vrai, parmi mes corps d'étudiants, il y a ce travail à faire d'écoute et d'être force de proposition. Donc c'est pour ça qu'ils sont chez nous, ils veulent être acteurs du changement à leur niveau. Merci Armelle. Et d'ailleurs, tu parlais de la période après Covid. Souvent, on dit que le Covid, ça a été une grosse force de contrainte pour des entreprises qui ont dû pas mal évoluer. On dit souvent que de la contrainte naît l'innovation. L'économie circulaire, et c'est d'ailleurs le titre de notre conférence, sobriété et innovation, c'est deux mots qui peuvent paraître assez antinomiques. Dans notre société actuelle, si on a l'impression que l'innovation, ça va créer d'autant plus de matière, d'autant plus potentiellement de déchets, de consommation d'énergie. Je crois que Veolia, vous avez pas mal travaillé sur ce sujet et vous avez réussi à finalement raccorder ces deux termes qui peuvent paraître antinomiques. Comment, Marc-Olivier, est-ce que ça se traduit chez vous ? Bonjour à tous. Alors moi, je suis certainement un des Mohicans dans la salle parce que je pense que j'abaisse largement en fait la moyenne d'âge. L'économie circulaire, simplement juste un petit mot. Moi, j'ai connu l'économie circulaire en Allemagne. J'ai commencé ma carrière chez Veolia en 93. Il y a donc une trentaine d'années. Hein. Et à l'époque, en Allemagne, nous avions commencé à mettre en place le tri du papier et aussi tri des emballages ménagers. Pour ceux qui connaissent, c'était le fameux point vert. Et le point vert, c'était déjà l'économie circulaire, qui a donné lieu à une loi en 96. Moi, un de mes premiers jobs, c'était de trier sur des chaînes du papier et de trier des différentes matières plastiques, de l'alu, du plastique, des pots de yaourt, des Tetra Pak. Et donc on avait 8 catégories déjà en 93. Le problème dans les années 90, c'est qu'on avait des lois, on avait des très beaux résultats au niveau collecte et tri. Je me rappelle encore des statistiques qu'on avait. On avait en l'espace de 3 ans en Allemagne, on a réussi à collecter à peu près 30 kilos par an par habitant de fractions légères, ce qui est énorme. Et sur le papier, on était à 70 kg par habitant. Quand je suis arrivé en Allemagne, ma femme, qui est autrichienne, me demandait en 93 déjà de nettoyer les pots de yaourt avant de les mettre dans le fameux sac jaune. Donc on a été en avance. Seul problème, c'est qu'on n'arrivait pas à finaliser ou à finir la boucle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une industrie qui savait valoriser ce qu'on recyclait. Et j'ai une bonne nouvelle, effectivement. L'industrie du recyclage a pris son essor depuis une dizaine d'années. On a des solutions. On a des solutions chez des clients industriels qui font du recyclage. Et puis on a aussi des solutions chez Veolia. Alors, Gaëtan, vous parliez sur Veolia. J'en ai une, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques années. C'est ces pots. Alors, je ne comptais pas le dire maintenant, mais puisque vous me posez la question, je vais faire la publicité pour nos pots. Ça, c'est pas dans ma zone. Hein. Donc, c'est à l'intérieur de Veolia. Donc, je fais de la promotion pour un de mes collègues. J'espère que j'aurai des royalties dessus. Il y a 2 sortes de pots. C'est des pots qui sont 100% biosourcés et 100% biodégradables. Alors, vous allez me dire, ça existe déjà, mais pas complètement biodégradable. Ça, c'est une collaboration entre Veolia et une start-up qui nous a permis, en fait, et ça va arriver sur le marché chez les pépiniéristes. Ça dure à peu près 3 mois, et au bout de 3 mois, ça se décompose à peu près en 15 jours. Et ça sert de fertilisant. Ça, à l'époque, moi, quand j'étais en Allemagne, le compost, ça finissait en méthane, c'est bien déjà le méthane. Hein. Mais là, on commence à avoir de la revalorisation matière et pas uniquement énergétique. Et ça, c'est une grosse avancée. C'est un exemple. Après, sur nos clients industriels, aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a une myriade aujourd'hui de clients industriels
qui viennent travailler avec nous, viennent collaborer avec nous sur des solutions en fait de combustion, de substitution au charbon, au gaz. J'ai dans ma zone à peu près une quinzaine de projets où, grosso modo, on va faire du combustible de substitution, issu principalement de la récupération de déchets, où on va récupérer de la chaleur fatale, où on va substituer de la biomasse, on va utiliser de la biomasse au lieu du gaz, où on va aussi travailler sur de la performance énergétique, sur des chaudières de nouvelle génération. J'ai à peu près une quinzaine de gros projets. Nous avons aujourd'hui en France, et je ne vais pas citer les noms pour des raisons de confidentialité, mais vous avez un très gros sidérurgiste et acieriste en France qui est à la pointe en Europe des ambitions en termes de transformation écologique. Et comme disait Armel, aujourd'hui, ce que je vois, la différence entre moi, à mon époque, quand j'étais en Allemagne, où on triait et on collectait, on n'avait pas encore le recyclage. Aujourd'hui, on a le recyclage. Et en plus, on a une accélération forte de nos clients et des solutions qu'on propose chez Veolia pour faire la transformation écologique. Et ça, c'est à peu près depuis 3-4 ans, c'est vraiment perceptible sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on allait plutôt pousser nos clients à améliorer leur bilan environnemental. Aujourd'hui, c'est plutôt eux qui nous disent « propose-nous des solutions ». On va travailler ensemble et on va co-construire en fait des solutions d'économie, notamment sur l'énergie ou de revalorisation matière. Merci Marc-Olivier. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment un moteur de relance, de croissance aussi chez Veolia, tous ces sujets environnementaux. Peut-être, Armel, d'un point de vue d'une école comme la tienne, est-ce que tu arrives à ressentir justement ces évolutions, le fait que on peut potentiellement avoir une plus grosse demande du coup sur ces métiers-là qui requièrent des connaissances sur la transition écologique, sur comment on va vers un monde qui est plus vert? Tout à fait, les sujets sont de plus en plus vastes. Je disais, on parlait de beaucoup de réchauffement climatique. Maintenant, on parle de perte de biodiversité. Donc les champs que l'on aborde sont plus vastes, hein, notamment sur des travaux de Johan Rockström, là, qui parle des 7 planètes, les 7 limites de la planète. Donc on a vraiment cette prise de conscience-là. Et nous, on doit vraiment accompagner nos étudiants, parce qu'il ne faut pas que le manque de formation freine cette transition. Et donc les champs sont très vastes. Donc on va enseigner sur pas mal de sujets, de la RSE à l'économie circulaire, au cycle de vie. On a une approche qui est... on ne connaît pas tous les métiers qui vont émerger d'ici les années à venir. Donc nous, on va s'efforcer de donner à nos apprenants vraiment une base de fondamentaux sur une connaissance factuelle des grands enjeux. Et puis une capacité à avoir un regard, je dirais, systémique, holistique des enjeux qui se jouent. L'importance aussi, c'est de donner des valeurs à nos apprenants, donc des valeurs de déontologie, d'éthique, d'esprit critique, de capacité de recul. Leur donner aussi cette capacité, surtout à changer les paradigmes. Parce que je pense que quand on fait de l'EIT, donc de l'écologie industrielle territoriale, on va utiliser les énergies fatales pour chauffer un autre bâtiment. Il faut vraiment changer de paradigme, il faut changer les façons de regarder. Donc on va leur apprendre à être dans l'innovation, dans la créativité et apprendre à regarder les problèmes d'une autre façon. Mais il est clair que ça va générer de l'emploi, mais il faut vraiment que les formations... Au niveau français, il n'y a pas trop d'études prospectives sur les métiers. On nous donne des chiffres, 300, 700 000 emplois en plus. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il va y avoir de la réallocation d'emplois de tous les métiers qui sont de matière intensive vers ces emplois verts et qu'il va falloir assurer une transition. Couplé à ça avec les baby-boomers qui arrivent à la retraite. Donc, il va y avoir un sujet formation-emploi qui va devoir être abordé d'une façon assez importante. Et j'espère qu'au niveau du gouvernement, ils vont se poser des questions sur et des branches professionnelles aussi, vraiment faire ce travail de fond pour établir un peu une cartographie des besoins de formation.
Donc, et puis nous, à l'IET, on reste humble, on ne va pas former tout le monde. Hein, donc voilà un petit peu pour l'horizon. Sur l'un des sujets, je crois que sur lequel le gouvernement planche pas mal en ce moment, c'est l'obsolescence programmée. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce sujet dans la salle, mais Laetitia est l'experte sur ce sujet et je crois que tu travailles aussi sur l'indice de durabilité, comme on le disait en introduction. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que c'est que l'obsolescence programmée et aussi comment ça peut potentiellement toucher des métiers demain? Oui, la question de l'obsolescence programmée, elle est assez intéressante au regard de la question qui est posée là, du dilemme entre innovation et sobriété. Parce que finalement, l'obsolescence programmée, c'est l'idée qu'on renouvelle un peu plus vite les produits, notamment par des stratégies industrielles, pour faire en sorte de racheter plus. Donc finalement, c'est de réduire la phase d'usage pour pouvoir créer de la valeur au moment de la fabrication, de l'extraction, de la vente, et voire même du recyclage ou que sais-je. Donc l'idée, c'est maintenant, comment est-ce que pour allonger la durée de vie des produits, on arrive à avoir un impact positif écologique sans remettre l'économie en question, créer toujours de l'emploi, de la valeur. Et donc c'est vraiment un sujet intéressant par rapport à cette problématique. Et donc au niveau de l'obsolescence programmée, c'est vrai que moi j'ai créé l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, pour justement montrer que c'est un vrai enjeu, la question de la durabilité, qu'on ne peut pas juste parler du recyclage ou de la fin de vie, mais qu'il faut vraiment parler de ce qu'on fait du produit, de la conception même, et comment on fait pour garder le produit plus longtemps, parce que c'est vraiment là qu'on va avoir un levier pour l'environnement important. Alors, par rapport à ça, en effet, on a obtenu des progrès, notamment en termes d'indice de réparabilité, qui est déjà en vigueur sur plusieurs produits, vous avez peut-être déjà vu en magasin. Donc c'est une note sur 10 qui permet aux consommateurs d'y voir un peu plus clair au moment d'acheter un produit, lequel va avoir une capacité à être réparable ou pas. Donc si vous avez une bonne note 9 sur 10 sur un smartphone, c'est que ce smartphone va pouvoir être réparé facilement à un prix pas trop excessif. Donc vous allez pouvoir allonger sa durée de vie plutôt que simplement le jeter puis en racheter un autre. Également, ça va avoir des répercussions importantes sur tout le secteur du reconditionnement aussi, puisque si le téléphone est réparable, il pourra avoir une seconde vie sur le marché de l'occasion, par exemple. Donc c'est vraiment aussi à une échelle industrielle qu'il faut le voir. Donc du coup, c'est vrai que sur ces questions-là, on avance, et en même temps, ça répond à ces questions d'innovation et de sobriété, parce que la question, c'est quand même la sobriété, c'est comment on fait avec moins. Comment est-ce qu'on fait avec moins de production de produits neufs en particulier, puisque moins de renouvellement et d'extraction de matières neuves. C'est quand même ça le sujet. Et l'innovation dans la lutte contre l'obsolescence programmée, elle se situe notamment au niveau, en effet, de la réparation, du reconditionnement, de toutes ces innovations qui vont permettre de réduire l'empreinte environnementale globale et de ne pas être une fausse bonne idée finalement. Et dans la réparation, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'artisans encore, et tant mieux, mais il y a beaucoup d'innovations aussi, même dans ce secteur-là, notamment grâce au soutien du pouvoir public sur l'indice de réparabilité ou de durabilité bientôt. Mais on voit des entreprises, des start-up qui investissent dans l'intelligence artificielle au service de secteurs comme la réparation. Donc on va pouvoir prendre un rendez-vous un peu comme sur Doctolib. On va pouvoir envoyer la pièce détachée en temps réel. On va pouvoir, grâce à l'industrialisation de tout ça, récupérer des pièces détachées d'occasion. Tout ça, ça ne se fait pas du tout, ou très peu encore aujourd'hui. Mais ça se développe à grands pas. Donc on voit que l'innovation, elle peut être aussi au service des bonnes choses, entre guillemets, de l'innovation, en service de cette économie circulaire qui a vraiment un impact positif. En même temps, je ne veux pas non plus faire penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Même l'économie de la seconde main, qui est une réponse à la question de la sobriété, si on achète sur Vinted ou qu'on vend sur Vinted pour acheter des produits neufs tous les 4 matins, on ne répond pas à l'impact positif recherché. De la même manière, si on achète un téléphone reconditionné qui a été d'abord créé en Chine, envoyé aux États-Unis, pour être reconditionné en Allemagne et se retrouver dans votre poche, il y a encore des efforts à faire, mais c'est ça qui est intéressant aussi pour l'avenir.
c'est que là, on est au début et qu'il y a encore pas mal d'efforts et d'innovations pour arriver à une économie qui soit aussi locale et vraiment circulaire au sens positif du terme. Donc il faut faire attention à tous ces effets rebonds, comme on dit, pour vraiment arriver là. Et puis en termes d'emploi, il y a beaucoup d'opportunités, puisque dans l'innovation à la fois technologique, des choses aussi très pragmatiques. Ouvrir une recyclerie aujourd'hui, c'est de l'innovation au service de l'économie circulaire. Donc il y a dans le marketing, parce qu'on peut mettre le marketing au service de l'économie circulaire ou de l'obsolescence programmée. Si on fait des publicités à gogo pour dire renouveler un produit neuf, vous n'en avez pas besoin, mais allez-y, vous allez être une meilleure personne, on fait de l'obsolescence programmée. Alors qu'on peut utiliser aussi le marketing et la publicité dans un sens positif pour l'économie circulaire, pour faire connaître les solutions. Donc on voit que sur une diversité de secteurs, que ce soit de la RSE, du numérique, du plaidoyer, des choses très pragmatiques, du commerce, on peut avoir plein d'opportunités pour l'économie circulaire et ça ouvre quand même plein de voies intéressantes. Je suis assez d'accord avec toi, Laetitia. Nous, on le voit chez Circulaire, quand on accompagne des entreprises, on voit que ça touche tout département, d'entreprises aussi très différentes, de toute industrie. Donc c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et dont chacun doit être responsable finalement. On voyait aussi avec Armelle que finalement il y a une vraie croissance aussi des métiers de l'environnement et rien qu'avec l'existence de ce salon, on peut le voir. Marc-Olivier, vous disiez que vous, l'innovation, c'était vraiment tourné sur ces sujets. Quels peuvent être peut-être les métiers qui sont manquants ou qui peuvent avoir attrait à l'économie circulaire de façon plus avancée que d'autres dans un groupe comme Veolia? Question difficile. Je pense en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, on a résolu quelque part, enfin on est en train de résoudre le problème de la revalorisation. Il y a de plus en plus de sociétés qui arrivent à recycler les produits. On avait une revalorisation énergétique à une certaine époque, notamment sur les plastiques. On trouve aujourd'hui pas mal de sociétés qui arrivent en fait à recycler la matière. C'est-à-dire, après, je pense que chacun de nous, on doit être force de proposition sur l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas une innovation de rupture. J'aimais bien ce que disait Laetitia, c'est l'innovation incrémentale au fur et à mesure. Et ce duo frugalité, sobriété d'un côté, innovation de l'autre, est le vrai sujet. Ce n'est pas le sujet de la décroissance. Le sujet, c'est de dire on a des contraintes, on a peu de ressources, donc il faut qu'on ait des idées. Ces idées-là doivent générer des innovations au quotidien. Et ces innovations-là, en retour, nous créent en fait une optimisation des ressources qu'on consomme. Donc il n'y a pas un métier en tant que tel, c'est l'ensemble de la chaîne producteurs, consommateurs, recycleurs qui doivent être innovants et qui doivent toujours se dire nos ressources sont limitées et nos ressources doivent être revalorisées. Et c'est plus en fait une mentalité. Je prends un exemple sur une de mes sociétés chez Sarp. Sarp, c'est grosso modo on va dire le bras armé de l'assainissement chez Veolia. J'ai à peu près 6400 collaborateurs chez Sarp dans mon périmètre de la zone. Il y a 10 ans, un hydrocureur, quand il pompait et quand il curait une canalisation, il dépensait à peu près 80 litres au 100 par journée. Aujourd'hui, on est plutôt entre 50 à 60. Comment on a fait ça? On a fait ça en mettant de la technique, en éduquant aussi nos collaborateurs, en mettant, vous savez, quand vous prenez de l'eau sur un tuyau, vous pouvez mettre à fond le débit d'eau et puis essayer de nettoyer chez vous. Or, il suffit simplement des fois de réduire un tout petit peu le débit, mettre un peu plus de pression et vous avez le même résultat. Et ça, c'est des gestes quotidiens qu'on peut faire en tant que consommateur, en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise. Essayer de réfléchir comment optimiser.
Essayez aussi d'avoir des équipements qui soient moins énergivores. Essayez aussi d'avoir un double usage de ce que vous avez. Il y a vous avez, tout à l'heure, vous parliez de la chaleur fatale, Armel, mais il y a, par exemple, des eaux usées. Aujourd'hui, les eaux usées, on est en train de travailler avec une commune qui est exemplaire, hein, enfin c'est même une ville, c'est ici les Moulineaux, qui est certainement très avant-gardiste dans la gestion environnementale de son patrimoine, et qui nous a demandé de réfléchir et de concevoir en fait un ensemble de réseaux de chaleur en récupérant une partie de la chaleur des canalisations. Nous avons aussi aujourd'hui des innovations qui nous permettent de récupérer une partie en fait des éléments nutritionnels des eaux usées pour faire de l'irrigation ou pour arroser certaines pelouses. Je pense que c'est de la petite innovation bien pensée, co-construite avec le client que naîtra l'autre. Je ne vois pas aujourd'hui des métiers qui manqueraient. C'est tous les jours au quotidien qu'il faut se dire, grosso modo, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette contrainte de ressources, trouver l'innovation qui va bien pour pouvoir être à la fin plus sobre dans l'utilisation de mes ressources, en tant que client, en tant que société, en tant que consommateur. Et le métier qui manquerait, non, je ne vois pas. Je ne vois pas le métier qui manquerait aujourd'hui aussi bien en France. Et ayant vécu 16 ans en Allemagne, et même si j'adore les Allemands et que je me sens très proche d'eux, en France, il y a beaucoup de talents et il y a beaucoup de start-up qui aujourd'hui créent les métiers de demain, quoi, et avec lesquels on collabore. Et Veolia fait partie aussi de cette mutation, de cette vitesse de transformation qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, hein, mine de rien. Ouais, on voit que le vrai point commun de tout ce que vous avez dit, c'est que finalement les métiers de l'économie circulaire, ça n'existe pas entre guillemets. C'est tous les métiers qui doivent être touchés par l'économie circulaire, et c'est un changement vraiment de mindset. Amel, tu le disais, Laetitia aussi un petit peu, et cette innovation, si on veut driver l'innovation et la relance française finalement vers une économie qui soit plus circulaire, c'est vraiment de la sensibilisation et un changement d'état d'esprit pour chacun. Peut-être est-ce que vous voulez chacun dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Peut-être Laetitia, si tu veux commencer. Oui, bien, je crois qu'en effet, il y a beaucoup à faire parce que l'urgence est là, que même si on fait beaucoup d'efforts, ça ne va pas encore assez vite. Mais justement, si on est de bonne volonté, et tous ensemble, on va finir par arriver à des progrès significatifs. En tout cas, nous, à l'association HOP, c'est notre combat de tous les jours. On a besoin aussi de montrer qu'on est nombreux pour faire pression, pour montrer qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller plus vite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre déjà sur l'association haltobsolescence.org si ce combat vous intéresse. Et par ailleurs, si vous voulez creuser aussi ces questions pour vous former, pour monter en compétences, sachez qu'on a créé l'Institut de la durabilité.org et qui en fait propose des modules de 3 heures pour se former thématique par thématique, par exemple sur les modèles économiques durables, sur le numérique au service de la durabilité et non de l'obsolescence logicielle, sur du marketing ou de la publicité au service de la durabilité, sur du plaidoyer à impact positif, donc vraiment une vision à 360 de l'économie circulaire et de la durabilité. Donc c'est l'Institut de la durabilité. .fr peut-être en fait. Et donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est un peu à la carte des modules. Et par ailleurs, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture sur les emplois de demain, à la fois déjà en termes d'engagement citoyen, ça peut servir à titre personnel, mais aussi pour des futurs emplois. C'est toujours valorisé. Donc n'hésitez pas à rejoindre les associations parce que déjà les associations à titre bénévole ont toujours besoin de compétences et de talents. Mais elles sont aussi pourvoyeuses d'emploi, donc ne pas oublier ça dans le spectre. Par ailleurs, il y a tout le champ de l'ESS qui est beaucoup porteur de sens aussi sur ces sujets-là, en plus des startups et des grands groupes qu'on connaît évidemment. Et par ailleurs, dernière chose, c'est
Enfin, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et aussi, si vous ne connaissez pas, il y a le club de la durabilité.fr avec des exemples d'entreprises qui s'engagent pour la durabilité. Donc, en tout cas, voilà, une note d'espoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois, je pense, qui se développent sur tous les métiers, à la fois dans le secteur associatif et l'ESS, et puis sur les secteurs classiques de l'économie. Génial, merci Laetitia. Armelle, peut-être un dernier mot? Oui, bon, on aborde une période où on va devoir inventer des nouveaux modèles économiques verts, plus sobres, qui peut-être socialement seront aussi plus justes, avec, comme disait Laetitia, des emplois locaux, parce qu'on ne va pas envoyer en effet les choses à l'autre bout de la terre. Donc on va devoir réinventer des choses. Donc c'est une période qui est pleine qui est porteur de plein de sens et d'espoir. Au contraire, c'est ce que je dis à mes étudiants en tout cas. Et puis on les arme, hein. Notre slogan c'est agir par nature et pour la nature. Donc moi mon boulot c'est d'en faire des acteurs, des citoyens et des professionnels responsables. Et avec ça, voilà, ça va pas être un chemin voilà, bordé de roses ou de pavots, mais il faut pas sombrer dans des annonces catastrophiques ou très pessimistes. Et faut rester optimiste parce que la jeunesse, elle est là et elle est super active. Voilà. Après Laetitia et Armelle, j'ai plus rien à dire parce que tout a été dit. Hein. Je crois que c'est la Bruyère qui disait ça, mais pareil, un vrai mot ou un vrai message d'espoir et d'ambition. Il y a une vraie dynamique. Et je le dis sincèrement, c'est pas par flagornerie par rapport à nos clients chez Veolia, qu'ils soient communaux ou industriels, mais je sens depuis 4-5 ans en fait une vraie dynamique autour de la transformation écologique. Ça se sent. Il y a des budgets qui sont mis en place chez nos clients industriels. Il y a des idées qui sont émises par nos clients communaux. Et il y a une vraie volonté, en fait, d'améliorer la vie du quotidien des administrés des communes et aussi de repenser complètement le cycle de production chez nos clients industriels. Armelle, tout à l'heure, disait réinventer. Oui. Et ce qui est fabuleux pour Veolia, c'est de pouvoir travailler avec des clients où on est obligé constamment, tous les jours, de se réinventer. Travailler avec un écosystème aussi de PME et de start-up qu'on essaye d'associer, parce que Veolia ne saura pas tout faire. Et il y a un vrai défi qui est posé. Mais on a une vraie ambition aujourd'hui de la part de nos clients. Et ça, c'est rare pour le souligner. Et je pense que ça, c'est un message d'espoir qu'il faut avoir. Donc ne pas être alarmiste, être confiant et puis se bouger. Et aujourd'hui, je pense que tout étudiant qui a envie de faire progresser la cause environnementale peut trouver sa place, peut s'éclater dans des boîtes comme Veolia ou dans des startups ou dans des associations. Mais on a besoin de vous et le changement est à l'œuvre. Voilà. Ça, je tiens vraiment à le dire. C'est perceptible. Ce qui manque peut-être, la dernière chose, c'est peut-être une meilleure coordination encore entre les financements, les grands projets de l'État et peut-être les subventions pour nos clients, pour la mise en œuvre. Mais ayez confiance dans vos industriels, ayez confiance aussi dans vos villes. Sachez, elles bougent très très vite. Voilà. Merci Marc-Olivier. Et je vais reprendre d'ailleurs une de tes dernières phrases. On a besoin de vous. Là, l'idée, c'est qu'on prenne peut-être une ou deux questions. Il va y avoir une question. Donc normalement, Nathan et Sarah devraient passer pour passer le micro. Donc n'hésitez pas à lever la main et à dire aussi à qui vous adressez cette question, si c'est une personne en particulier. Il y avait une... Et il faut parler fort dans ce micro. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je m'appelle Anne, enchantée. Merci pour ces discours inspirants. Ma question est la suivante. Par exemple, si je prends mon exemple, je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur et pour l'instant, je suis un peu embêtée parce que je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de changer. Comment les changer de l'intérieur? Comment ne pas être désabusé face à, par exemple, un management qui n'est pas convaincu par la nécessité de se transformer? Comment rester optimiste? C'est une grosse question.
Et si vous avez des points à me transmettre, je serais ravie. Merci. Qui souhaite répondre à cette question? Ouais, je peux essayer de tenter une réponse, c'est difficile, je crois que personne ne veut se mouiller. Non, mais moi, ce que j'observe, c'est que quand même, l'industrie commence à bouger doucement. Et notamment parce qu'ils sont aussi, disons, incités fortement par la loi. Et je pense que c'est important, nous, à notre échelle, de faire aussi, et collectivement, du plaidoyer pour que les lois soient plus strictes et imposent aussi aux entreprises de passer la vitesse supérieure. Parce que sinon, si on reste que sur du volontaire, on a certaines entreprises qui se dégagent et la plupart qui ne le font pas, en fait. Donc ça, c'est la première étape, mais il y a un vrai élan, y compris au niveau de la Commission européenne, donc je pense que ça va se faire, mais pas demain. Donc là, vous avez quelques années quand même à faire du... Vous êtes là aussi pour faire du forcing. Et puis, si vraiment vous commencez à vous essouffler ou ça vous dépasse, il y a aussi des entreprises qui sont plus pionnières que d'autres. Et je crois que c'est aussi vers ça qu'il faut tendre parce que ça challenge le marché. Quand on a des entreprises qui proposent vraiment des innovations vraiment positives, mais les autres font pas le figure à côté. Donc, notamment, on le voit avec l'indice de réparabilité ou de durabilité. Quand il y en a une qui est capable d'avoir 9 ou 10 sur 10 et l'autre 4 ou 5 sur 10, on voit qu'il y a un gap énorme. Donc, elles vont s'y mettre justement parce qu'il y a la concurrence. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, dans le club de la durabilité, on a des entreprises, y compris industrielles, qui fabriquent des bouilloires, qui fabriquent du mobilier, qui fabriquent des lave-linges, avec cette volonté d'être dans la durabilité, d'être dans le jusqu'aux composants, d'avoir une démarche de réparabilité vraiment jusqu'au boutiste. Donc voilà, il existe quand même des entreprises qui sont à la pointe et les autres vont s'y mettre. Donc... Peut-être en complément. D'abord, il y a certains avantages de vendre vert. On vend en général plus cher pour certaines typologies d'entreprises. Deuxième chose, quand vous regardez le prix de l'énergie, forcément, quand vous êtes industriel, vous commencez à réfléchir sur votre cycle de production. Si vous voulez changer ou pas, vous êtes bien obligé de changer. Quand on voit aujourd'hui le prix de l'énergie, du gaz, quand on voit le prix de la tonne de CO2, vous commencez à réfléchir et vous êtes bien obligé de revoir complètement votre cycle de production. Donc soit vous prenez le taureau par les cornes et vous faites un plan pluriannuel d'investissement. Et c'est ce que font beaucoup de grands groupes. Alors, je ne peux pas parler forcément pour des PME qui sont obligés d'arbitrer sur leurs ressources financières. Et ce n'est pas si évident que ça de faire ça du jour au lendemain. Par contre, pour les grands groupes que je connais, je peux vous dire qu'ils ont commencé à réfléchir sur des plans pluriannuels de transformation qui sont impressionnants, qui sont dans les tuyaux. Ils ne communiquent pas encore à tout le monde. Mais c'est impressionnant parce qu'ils anticipent une augmentation ça fait depuis longtemps qu'ils anticipaient une augmentation du prix de l'énergie et surtout une augmentation en fait de la taxe CO2. Et donc forcément, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a un gain économique à vendre entre guillemets plus vert, si on sait le faire. Et puis deux, il y a une contrainte quand même coût. Voilà. Et puis il y a des villes qui aujourd'hui sont quand même poussées par certaines associations, par des votants à bouger. Donc il y a quand même une certaine pression, on va dire, électorale, du corps électoral, qui fait que certaines villes bougent. Mais même sans ça, il y a quand même beaucoup de maires aujourd'hui qui sont très sensibles et qui sont sensibilisés, qui sont mobilisés en fait sur la question environnementale. Donc aujourd'hui, c'est moins un problème en fait de savoir. C'est moins un problème de réticence au changement, c'est de savoir dans quelle direction on va en fait. Il y a un champ des possibles aujourd'hui qui est énorme. Et même pour Veolia, quand je prends la partie énergie, vous savez, on a tellement de leviers aujourd'hui pour améliorer la performance énergétique d'un site et d'équipements industriels qu'il faut faire des choix. Voilà. On ne peut pas tout faire. Et c'est plutôt ça la problématique aujourd'hui. Avec quel financement associé ou adossé en fait au choix qu'on préconise et sur lequel on s'entend avec l'industriel.
Merci à tous. Je crois qu'on va devoir arrêter là. Je vois des regards insistants. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Et je pense que nos intervenants restent encore un peu. Donc, si vous avez une question brûlante que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à aller les voir directement. Merci à tous.